Alors, les animations. Donc, pour faire des animations, vous avez trois choses à savoir au niveau des animations. C'est que vous pouvez créer des animations prédéfinies. On en a vu quelques-unes tout à l'heure, par exemple, quand on a utilisé hide et show, toggle, si vous vous souvenez. Quand on a donné la durée, donc il a pris du temps. Ça, c'est une animation. Donc, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Vous lui dites, faites ça en 300 millisecondes. Donc, il va calculer en 300 millisecondes combien d'images il va afficher en suivant, en affichant par exemple 30 images par seconde. Et donc, il va calculer les images intermédiaires, il va faire l'interpolation. Et donc, il va changer tout simplement l'attribut CSS à chaque fois un intervalle de temps très petit. Et donc, alors, vous, si vous voulez faire ça, c'est pas du tout évident. Et donc, au niveau de jQuery, c'est vraiment très, très simple. Et puis, vous avez des animations personnalisées. Alors, vous pouvez animer la plupart des attributs CSS. Et puis, le troisième aspect, c'est de pouvoir enchaîner des animations. Je fais première animation, suivie de la deuxième, de la troisième, etc. Alors, pour créer des animations, donc on vient d'en parler, donc il y a hide, show, toggle. Et puis, les animations prédéfinies, vous avez fade out, fade in. Ça, c'est vraiment très bien. Donc, masqué, affiché de manière euh, très intéressante. Donc, on va les tester. Fade, toggle. Donc, vous aurez toujours le fade out, fade in, toggle. Trois. Et puis, par exemple, slide up, slide down et slide toggle. Alors, slide up, slide down, c'est comme si vous tirez le rideau hein, pour fermer, ouvrir. D'accord? Slide up, slide down. Et puis slide toggle. Alors, pour tester ça, donc si on fait ça par exemple aux différentes images, donc c'est dollar de article img et on fait juste slide down, slide up. Hein, je ferme le rideau, slide up, 300 millisecondes, slide up. Il manque les cotes ou? Oui, oui, bien sûr, oui, pour article. Ouais, il ne va rien reconnaître par rapport à ça. Vous voyez le slide up. Et donc, si vous faites le slide down, ça va faire l'inverse. Slide down, ça va descendre. Down. Et puis, vous avez les slide toggle, ça fait l'inverse. Donc, on s'en fout, est-ce que c'est affiché ou c'est masqué. Et de toute façon, ça, c'est un peu comme le hide et le show. Hein. Seulement ici, on change la dimension de manière progressive et quand on arrive à 0, c'est à ce moment-là qu'on va faire display none. D'accord? L'autre, quand vous faites hide et show, on va changer juste l'opacité hein, et la fin de le temps, on va faire display none. La fin de l'animation, on fait display none. Et donc voilà, donc pour ce type, ça c'est très courant, hein, donc très courant utilisé, c'est facile. Voilà, donc vous pouvez prendre les exemples que j'ai mis ici, vous pouvez les tester directement, CTRL-C, et vous les testez directement, donc je fais ça, CTRL-V, et donc à la fin de l'animation, j'ai donné ici fade out, vous voyez ici, j'ai donné la durée, mais j'ai ajouté un deuxième paramètre, c'est une callback. Et cette callback, il est appelé à la fin de l'animation. Et la fin de l'animation, qu'est-ce que je fais? Dollar de 10. C'est ça? Et donc ici, 10, ça veut dire c'est l'élément courant. Et je l'enrobe avec jQuery. Point parent, je remonte le parent. Il s'agit ici d'une image. Je remonte le parent. Le parent, c'est quoi? C'est l'article. Et je change CSS, je mets la bordure à rouge, vous la voyez, la bordure, elle est devenue rouge. Mais il ne devient rouge qu'à la fin de l'animation. D'accord? Donc voilà, donc, vous pouvez tester à peu près la plupart des codes que je mets ici. Vous avez, donc pour faire des animations vraiment personnalisées, vous pouvez agir sur les styles CSS directement et vous animez les styles CSS. Et vous pouvez animer plusieurs attributs à la fois.
Et ça vous permet de faire par exemple des animations euh, qui vont avoir l'air donc de faire plusieurs mouvements à la fois. Si je fais regarder ici, donc la méthode c'est animate. Et le premier paramètre que vous donnez, ce sont les attributs que vous voulez animer. Et donc ici, quels sont les attributs que je veux animer? Je veux animer left. Et la position dans laquelle je suis, à partir de la position dans laquelle je suis, je vais ajouter 200. C'est intéressant ça, plus égal 200. Parce que si vous voulez dire je veux aller à une position absolue, il faut d'abord connaître où vous êtes. Moi je m'en fous, donc c'est relatif ici. Et donc pour exprimer que vous voulez vous déplacer de manière relative, donc vous faites plus égal. Et vous pouvez faire moins égal. Et donc pour aller dans l'autre sens. D'accord? Et donc je peux mettre left, je peux mettre top, et donc je peux me déplacer un peu dans toutes les directions. Et après, alors je change aussi le border radius, je vais le mettre, il va changer jusqu'à 100. D'accord? Et puis la durée ici de l'animation. Alors ici, ça c'est les attributs. C'est le premier paramètre. Quels sont les attributs? Je les passe sous forme d'un objet. Attribut valeur, c'est la destination. C'est comme ça. Le deuxième attribut, c'est le temps en millisecondes. 1E3, c'est 1000 millisecondes. Le troisième attribut, qu'est-ce que vous voulez faire à la fin de l'animation? Alors, si vous donnez une fonction pour le troisième attribut, c'est qu'est-ce que vous voulez faire à la fin de l'animation? Si vous donnez un troisième attribut, alors vous pouvez donner une chaîne de caractères et ça va représenter ce qu'on appelle le easing. Comment l'animation va se déplacer. Enfin, comment on va calculer les images intermédiaires. Et là, c'est très important si on veut que l'animation soit réaliste. Il faut faire un easing donc de façon à ce que j'accélère, mouvement uniforme, et puis je décélère la fin, l'animation. Si vous ne faites pas ça, l'interpolation par défaut, c'est un peu comme ça. Si vous voulez programmer, vous, l'interpolation, vous allez faire une interpolation linéaire. Et là, quand vous faites votre animation, ça démarre tout à coup, il a la vitesse V. Et là, c'est pas très joli et c'est pas réaliste. Et donc, si vous voulez avoir des easing spéciaux, comme quand j'arrive à la fin, je fais bounce par exemple, etc. Donc, il y a des trucs, des plugins qu'on peut ajouter pour aller plus, donc pour faire ces easing. Alors, vous pouvez tester donc ça. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? À la fin, je change le border et je fais border shadow égal à ça. Alors, ici, je fais une animation de mouvement. De mouvement. Je bouge l'objet. Et donc, je modifie l'attribut left. Est-ce que ça va marcher? Vous comprenez ma question? Non, vous ne comprenez pas. Donc ici, je fais animate et je bouge un attribut left. Alors, si vous modifiez left, est-ce que ça va marcher? Left. Pour déplacer un objet, il faut que ça soit en position soit absolue, soit relative, soit fixée. Il faut que ce soit hein, il faut pas que ce soit la position statique. Là, par défaut, c'est position statique. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est juste le radius qui va changer, hein, parce que lui, il ne dépend pas de ça. Et donc, vous voyez ici, radius, border radius, et donc ça change. Mais le déplacement, il ne s'est pas fait. Si vous voulez faire le déplacement, qu'est-ce qu'on devrait ajouter ici? Et donc, comment on va faire? Ben, c'est un attribut CSS. Donc, point CSS de point animate. Et donc, ici, de position. Position, virgule. Et là, on va donner soit absolute, soit relative. Relative. Et là, ça devrait y aller. Alors, vous voyez le déplacement. Et donc, voilà. Donc, alors, vous pouvez déplacer, faire. Donc, en même temps, je me déplace. Et en même temps, donc le border radius change. Donc, voilà. Vous pouvez vraiment personnaliser vos animations. Et puis, vous pouvez chaîner entre les animations. Alors, vous pouvez faire animate, 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 animate. C'est pratique ça. Et ça, donc j'en ai parlé la dernière fois. Si vous voulez faire ça vous-même, c'est un casse-tête. Et je vous défie donc d'essayer. Alors juste donc CTRL V. Ah, est-ce que ça va marcher encore? Il y a qu'il me manque CSS. Hein. Donc ça, il faut que je le mette.
Donc, position, virgule, absolute ou relative. Relative. Et là, donc, on va voir les objets qui vont se déplacer suivant X, suivant là, et puis qui vont revenir à leur position initiale. Voilà, donc, les animations. Animation, c'est... Donc, alors, c'est quoi ce truc? C'est bon pour les animations? Donc, si vous voulez, donc il n'y a pas vraiment grand-chose. Et il faut savoir que les animations ici, ils sont mises dans une queue. Quand vous faites ça, les animations à dos, ils sont mises dans une queue. Hein, vous comprenez, j'ai une queue? Il y a qu'une file. Et donc, ils vont s'exécuter les unes à la suite des autres. Et donc, c'est jQuery qui prend en charge cet aspect-là. Et donc, ici, à chaque fois, ça vous retourne bien sûr un objet jQuery. Et quand vous faites animate, il va ajouter l'animation dans la queue. Il faut savoir que ces animations aussi, on peut donc les arrêter à un moment donné si on veut. Ils sont dans la queue et je peux à tout moment accéder à cette queue. L'animation, elle est en cours et donc je peux l'annuler au cours du mouvement. Alors le dernier aspect donc à voir, c'est quoi ça? C'est les Ajax. Et donc alors Ajax au niveau de jQuery, vraiment c'est très simple. Ça simplifie énormément la chose et ça cache un peu ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors, pour que vous puissiez tester, hein, je vais vous donner les slides que j'ai là. Alors, les slides, je les ai faites avec une bibliothèque qui s'appelle Reveal.js. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Hein, Reveal.js, c'est du JavaScript. Donc, et alors, les exemples que j'ai affichés ici, que j'affiche ici, les exemples que j'ai là, regarde le truc là, eh bien, vous l'avez ici. C'est ça, exemple. D'accord? Vous avez CSS, vous avez JavaScript, etc. Et le fichier qu'on exécute, qu'on voit ici, là, le fichier, ça c'est index.html. Mais j'ai mis aussi, par exemple, ça un catalogue en JSON. J'ai mis ici un script HTML. J'ai appelé ça script.html, un fichier HTML, juste pour pouvoir tester Ajax sur ça. Et j'ai ici un script JavaScript. Hein, vous voyez ici, console.log script chargé. Et je définis une fonction qui s'appelle sayHello. Qu'est-ce qu'elle fait? Alert and set. Et j'ai un script PHP aussi qui fait quoi? Qui dit au serveur web que je veux envoyer une entête HTTP Content Type Application JSON et que je crée une classe et donc j'ajoute des attributs et au final j'encode ça en JSON pour l'envoyer vers le client. Donc j'envoie au client du JSON. Et puis j'ai ici un autre fichier PHP qui s'appelle sleep.php qui, quand je l'appelle, ce fichier, il va patienter pendant 3 secondes avant de m'envoyer la réponse. Et donc ce script, ça va vous permettre de mettre les trucs qui tournent pour simuler un peu la vie réelle de Ajax. Donc voilà, donc on va tester un peu sur ces éléments-là. Et donc je vous montre ça, comme ça vous allez pouvoir vous aussi tester là-dessus. Alors, au niveau donc de Ajax, donc vous avez une méthode qui s'appelle donc Ajax. Donc, et ça, c'est la méthode, si vous voulez, globale, si vous voulez, que vous allez utiliser. Mais aussi, on va avoir des fonctions, des méthodes qui sont prédéfinies, qui sont des alias de celle-ci. Comme on a vu tout à l'heure pour les événements on, et puis il y avait click, mouse down, etc. Tous, les clics, les mouse down, etc., tous, c'est des alias de on. C'est-à-dire, à chaque fois que vous appelez click, à l'intérieur, normalement, il y a on. D'accord? La même chose ici. Et puis, donc, on va voir, vous avez un aspect sur comment utiliser les formulaires. Quand vous avez des formulaires et vous voulez envoyer un formulaire via Ajax, vous avez des champs dans lesquels vous avez saisi des données. Comment faire, par exemple, pour prendre tout ça et envoyer toutes les données qu'il y a dans le formulaire d'un seul coup et l'envoyer au niveau de la requête. Sans faire aucun traitement, ça devrait se faire automatiquement avec jQuery. Voilà, donc les trois aspects à voir. Alors pour la méthode Ajax, donc qu'est-ce qu'elle donc qu'est-ce qu'elle a comme qu'est-ce que vous lui passez comme paramètre?
Eh bien, donc il y a plusieurs éléments. Donc il faut voir ici que nous avons un objet comme paramètre. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc vous avez l'URL. Mais on va retrouver ce qu'on avait vu la dernière fois. Les données que vous voulez envoyer. Alors si vous utilisez la méthode, par exemple ici si j'utilise la méthode get, les données que j'ai ici vont être sérialisées sous format URL. Le type de données que vous attendez, la réponse. Et ça, c'est une configuration que va faire Ajax avec cette request header, si vous vous souvenez. Et puis, success. Alors là, c'est une callback. Success, qu'est-ce que vous voulez faire quand la réponse arrive? Et puisque ici, je lui ai dit que moi, j'attends du JSON, il faut savoir que le paramètre que vous allez récupérer au niveau de la fonction ici, ça va être un objet JSON. Ça veut dire, lui, il va parser tout ça pour vous. Et moi, qu'est-ce que je fais dans ma fonction? Regardez, je fais $de div de classe machin, je crée une div, je lui donne une classe, et je mets du HTML dedans. Et quel HTML? L'objet que j'ai là, il a un attribut qui s'appelle HTML, et qui contient pour moi du HTML, et que j'insère directement. Mais, oui? Oui, et donc finalement, ça, je l'append à Abadi, oui. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, j'ajoute ça, bien sûr, je crée une div dans laquelle je mets ce que je reçois, et après, je vais la greffer au Badi. Oui. Et puis, alors, ça, c'est dans le cas de succès. Quand vous faites une requête Ajax, c'est pas forcément que ça va réussir. Et donc, il faut traiter les autres cas. S'il y a une erreur, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je fais alerte, il y a une erreur. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Mais il y a aussi une méthode qui va être appelée quel que soit le résultat. Et ici, vous avez complète. Et alors, que ce soit il y a succès ou que ce soit il y a erreur, il sera toujours appelé. C'est un peu comme dans les try, catch, finally. La finally, yeah. D'accord? Voilà, et donc, fin de la requête. Alors, ici, je n'ai donné que quelques paramètres. Ici, j'ai donné que quelques paramètres. Mais il y en a d'autres, il y en a plein. Donc, vraiment, on peut vraiment tout faire avec ça. Alors, maintenant, les fonctions prédéfinies. Et c'est ce qu'on va utiliser très souvent en fonction du besoin. La dernière fois, nous, on avait programmé Ajax, on avait programmé une fonction get. Ben, vous l'avez ici. Get, vous lui donnez l'URL, vous lui donnez les données. En cas de succès, qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc, le data type, quelles sont les données, le type de données que vous attendez au niveau de la réponse. Vous avez post. C'est la même structure. Quelle est la différence? Lui, il va se charger de vous envoyer, de mettre la méthode post ici. Donc, au lieu, donc, il va charger ça, il va mettre post. Il va peupler l'objet. Il va le peupler au niveau de cette. Et donc, ici, c'est la même structure. Vous avez ça, c'est intéressant, ça. Quand vous voulez charger du HTML qui se trouve sur le serveur et vous voulez l'ajouter directement dans un élément. Vous avez vu comment on a fait tout à l'heure? J'ai créé la div et après j'ai fait .append to. Eh bien, regardez, vous pouvez faire ça, regardez. $container, .load, URL, voilà. Alors, vous pouvez ne pas mettre complété, directement .load, URL. Il va charger ce qu'il y a dans l'URL et il va la greffer directement à l'endroit où vous êtes. Et quand on voit ça, donc, ça devient vraiment très, très facile, mais vous comprenez qu'est-ce qui est masqué derrière? Qu'il y a une requête Ajax, qu'il y a une réponse, etc. Et puis vous avez GetScript, si vous voulez charger un script JavaScript du serveur. Si vous voulez charger un script JavaScript du serveur, vous allez faire quoi en réalité? Vous allez charger un fichier texte. Un script, c'est un fichier texte. Et quand vous l'aurez récupéré, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, il faut créer un nœud DOM qui s'appelle script. Il faut peut-être lui donner un attribut, sinon c'est pas la peine. Et prendre ce que vous avez reçu et le mettre à l'intérieur de ça. Alors, si vous voulez charger un script, récupérer un script du serveur, vous faites ça et vous l'avez directement. Et puis, alors, Success, vous pouvez directement utiliser le script que vous avez chargé dans Success. Quand le script est arrivé, s'il y a des fonctions dedans, je peux les exécuter directement. Et puis, vous avez, si vous voulez charger du JSON, directement encore une fois, getJSON, et ça va vous retourner directement un objet. Alors, si vous savez utiliser ces fonctions-là, la plupart du temps, ils sont suffisantes. Si vous voulez quelque chose de bien particulier,
Eh bien, il faut revenir à la fonction qu'on vient de voir ici en haut. On teste quelques-unes, on teste get, quelque chose. Alors, si on veut tester par rapport à des fichiers, donc je prends ici les fichiers que nous avons. Et je suis ici, hein, dans l'exemple, je suis dans ce dossier. Et donc, si je prends script.html, il y a ça, il y a article. D'accord? Donc, on peut tester sur ça. Alors, j'actualise. Donc, et donc ici, comme on a dit, donc dollar point. Donc, la méthode s'appelle get. Et donc, je suis dans index.html. Le fichier script.html se trouve juste à côté, script.html. Alors ici, donc ici, les autres paramètres, vous pouvez directement donner, s'il n'y a pas de données, je peux donner directement la fonction success. Et donc ici, function de data, c'est ça. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire avec mon data? Console.log data. Ah, il y a un problème quelque part là. Ah, la page, il est parti. Ah, je ne suis pas connecté. Ça, c'est point d'accès 6.7. Mais vous pouvez tester tout ça en local. Moi, je teste en vrai, donc sur un serveur distant. Et donc, si je reteste, il faut recharger ma page, bien sûr. Si je reteste, donc voilà, vous voyez que j'ai reçu. Ah, on veut mettre le truc là on veut l'ajouter dans le premier. Merci, dans le premier article, c'est un peu. On va l'ajouter après le dernier article. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour ça. Juste, donc on va essayer de parler encore une fois. Donc si on veut avoir les articles, donc on fait $ de article. Ouais, donc ici ça va me donner tous les articles. Je sais pas, donc peut-être qu'il y a after. Hein. Après ça, je fais quoi? J'ajoute ce qu'on va charger. Et donc alors on va faire $get. Excusez-moi, donc pas $get. Donc on va faire ici point load par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Parce que je veux greffer ça directement, on va utiliser ça. Alors load ça. Mais after, ça n'a pas de sens. Je pense, hein, ça n'a pas de sens. Bon, on va faire ça. Donc je vais ajouter les articles, j'ajoute ça. Hein, juste pour voir. Donc point load directement. Et on va tester ça peut-être après. Et donc alors, load, qu'est-ce qu'on va charger? On va charger le fichier qui s'appelle script.html. On va mettre article dans article. Vous voyez? Et donc qu'est-ce que ça a fait? Bien sûr, ça a effacé l'article qu'il y avait. Mais si on cherche, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur ici. Je fais refresh. Et donc, alors, article, vous voyez, article, et là, monsieur, il a été remplacé. À l'intérieur de l'article, j'ai mis article, vous le voyez. À l'intérieur de l'article qu'il y avait, j'ai mis ce qui était venu. C'est un peu comme si vous avez fait .inner HTML égale la nouvelle valeur. Donc, ça écrase ce qu'il y avait dedans. Si vous voulez ajouter à ce qu'il y a dedans, ben, il faut peut-être mettre un append là, hein, pour ajouter à ce qu'il y a dedans. D'accord? Mais l'essentiel, donc ici, vous pouvez, très souvent, vous allez avoir des boîtes qui peut-être ils sont vides.
et vous voulez le remplir par quelque chose qui va venir du serveur. Et donc, vous sélectionnez l'élément en général quand vous faites .load, vous chargez un truc dans un seul élément. C'est-à-dire que votre sélecteur que vous avez fait, que j'ai fait moi ici, j'ai fait $ de article, ben, il faut sélectionner un seul élément et non pas une liste d'éléments. Et donc, si je veux sélectionner un seul élément, le truc, par exemple, c'est de mettre ici .first ou là. Ou la .last, etc. Donc, si je fais ici .last, et donc là, je vais mettre dans le dernier. Et bien, je refais la même chose. Hein. Donc, vous voyez ici, article, article, article. L'intérieur de... Alors ça c'est, donc j'ai utilisé get la première fois, j'ai utilisé load. Pour utiliser post, vous pouvez l'utiliser aussi, hein. Donc post, si vous voulez envoyer des données, et donc ici vous n'avez pas besoin de formulaire pour faire ça. C'est ce qui est intéressant ici. Vous avez des données pour faire post. La première que j'avais faite tout à l'heure, get, il y a des... Alors, get. Celle-ci. Alors, ça, au lieu de mettre get, on va mettre post. Et le deuxième paramètre, si vous voulez envoyer des données, eh bien, vous pouvez les envoyer entre, donc ici, je fais A 2.23. Eh bien, les données que je mets ici, ils vont être envoyées dans le corps de la requête. C'est la même chose. Si vous faites ici get, les données vont être encodées au niveau de l'URL. C'est ça la différence. Alors, d'où viennent les données que vous envoyez? Peu importe. Il ne faut pas maintenant rester attaché au formulaire. Il me faut un formulaire pour faire. Maintenant, quand vous utilisez Ajax, vous pouvez toujours envoyer, utiliser get ou post. Hein? D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est pour post, get. Et alors, get script. Get script, c'est intéressant. Ça me permet de charger un script dynamiquement du serveur. Et donc, vous pouvez imaginer, vous avez plein de scripts. Et au choix, par exemple, en fonction du navigateur, je vais charger un script particulier. Et donc ici, pour charger votre script, c'est getScript. Alors moi, j'ai ici dans ma page, j'ai un fichier qui s'appelle script.js. Et donc on va le charger. Et on va appeler la méthode sayHello quand il sera chargé. Et donc pour faire ça, donc ici je réactualise. Pour faire ça, donc on a dit c'est getScript. GetScript. Et donc ici, c'est le nom du script, c'est script.js. Alors, je ne vais pas donner de paramètres. Et alors ici, la fonction, qu'est-ce qu'on va faire ici quand le résultat arrive? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben, on va appeler, alors je vais enlever le console.log. Parce que dans le script, il y a console.log. Et je vais juste appeler la fonction say hello. Je ne sais pas comment j'ai écrit ça. Hello. C'est hello tout court. Ça a marché. Alors aussi, donc ici, si je fais refresh, alors, pas refresh, si je vais vers le DOM ici, je vais trouver le script qui a été ajouté, hein, quelque part. Alors, donc, il est où? Le voici. Alors, non? Bon, ça, c'est mon script. On va le trouver quelque part. Script. Et donc, il va être à l'intérieur du code. Alors, Finawa. Il va être quelque part. Hein. Donc, script. Je vois pas. Il est là, Yak. Hein, puisque ici, il est là, donc il faut chercher. Il est un script, une balise script, vous pouvez le mettre à peu près partout. Et donc, l'essentiel ici, c'est chargé. Si vous faites say, hello, vous l'avez la fonction. Elle est là. Donc, je peux l'utiliser. Je l'utilise à partir de onSuccess. À partir de là, le script est là et après, vous pouvez l'utiliser, le réutiliser.
jusqu'au rechargement, bien sûr, de votre page. Si vous passez à une autre page, votre script n'est plus là, il faut le recharger. Et après, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? GetJSON. Alors, GetJSON, on va tester ça avec ça. J'ai ici un objet JSON, catalogue. Et donc, je vais récupérer ce catalogue. Donc, pour le récupérer, je fais donc $.getJSON. Et alors, $.getJSON. Et on donne comme paramètre donc le nom du fichier. Le nom du fichier, c'est catalogue.json. Et donc ça, c'est le catalogue.json, c'est un fichier JSON, c'est du texte. Et puis ici, qu'est-ce que vous voulez faire? Function de ici JSON. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre objet? Moi, je ne vais pas faire grand-chose, je vais juste faire console.log de JSON. Et ce qui est intéressant, alors il y a un problème quelque part? Ou... Le chemin. Ah non, j'ai pas le. Excusez-moi, le catalogue, je l'ai pas là, hein. Je viens de le déplacer. Je l'ai dans le dossier parent. Donc c'est juste le chemin. De toute façon, 404. Il n'a pas trouvé le fichier. Et donc il est dans le dossier parent. // Et donc voilà ce que ça retourne. Et donc vous voyez ça, c'est un peu. Alors, ça c'est pas. Oui, c'est ça. Donc vous voyez ici les chemises, etc. Et donc les objets que j'ai. Voilà, vous voyez. Les vestons, les machins. Donc voilà, c'est ces objets-là que j'ai reçus. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, ce document JSON, c'est un objet, il s'agit d'un objet. Et donc il contient des éléments. La clé c'est ça, et la valeur c'est un autre objet. Et ça se répète plein de fois. Et donc ici, je récupère tous ces objets-là et donc je peux les parcourir. Il s'agit d'un objet directement que je peux utiliser. Alors ce qu'on vient de voir ici, il y a mieux que ça. Alors je réactualise toutes les méthodes qu'on vient de voir. Il faut savoir que ces méthodes utilisent donc on va dire un principe de conception qui s'appelle les promesses. Et donc si je fais $.get et je récupère l'un des fichiers qu'on a tout à l'heure dans le serveur. Donc, c'était script, par exemple, .html. Alors, si vous faites juste ça, ça vous retourne un objet. Eh bien, cet objet-là, c'est un objet de type promesse. Et vous voyez ici que vous avez des méthodes dedans. Vous avez done, vous avez complete, vous avez always, vous avez abort, vous avez fail, etc. Eh bien, vous pouvez chaîner directement sur votre objet et faire ici .done. Et là, vous donnez, quand la réponse arrive, je donne la fonction, qu'est-ce que je veux faire, l'action que je veux faire. Et je fais ici data que je reçois, et c'est console.data. Voilà les données que je reçois. Vous voyez, là c'est plus propre. .done, au lieu de d'imbriquer les méthodes au niveau des paramètres de get, vous voyez la différence. Tout à l'heure, je faisais get, je donnais quel est le fichier que je veux charger, et virgule, je donne qu'est-ce que je veux faire en callback. Oui, data. D'accord? Alors maintenant, au lieu de faire ça, j'appelle le fichier .done, et la fonction que je mets ici, done, ne va s'exécuter que quand la réponse arrive. Et puis, alors, si la réponse n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a une erreur, c'est fail. Qu'est-ce que je fais? Et donc là, je fais donc encore une fonction. Qu'est-ce que je veux faire? Il s'agit d'une erreur. Et donc là, je vais afficher l'erreur. Donc console.log, donc ici de ER. Ça se voit pas très bien? Donc pour qu'on voit mieux les choses, .done, .fail. Et ici, donc on ouvre les parenthèses, on fait des espaces. Voilà. La structure, ça va être comme ça. Donc quand il y a un problème fail, j'appelle une autre fonction, et voilà. Ça se voit mieux? Ouais. Alors, donc ici,
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ça me retourne un objet. Donc, console.log, oui. Donc, ça n'a rien fait. Console.log de data. Voilà, donc forcément, on va avoir ça. Et si on veut tester le côté de l'erreur, donc je vais appeler un fichier qui n'existe pas. J'appelle un fichier HTMLS et donc je devrais voir l'erreur qui va s'afficher. 400 déjà dit. Ça, c'est le navigateur qui affiche, mais l'erreur y est. C'est ça l'erreur. Donc, c'est un objet erreur dans lequel vous avez statut 400, statut texte, donc vous pouvez parcourir tous les éléments. Donc voilà, moi je préfère plutôt cette approche au lieu de faire comme on faisait tout à l'heure. Et comme j'ai fait ici, au niveau de la présentation, j'appelle la méthode get et je donne toutes les fonctions en paramètres. Il est préférable de donner l'URL. Et puis, je chaîne sur ça, .don. Il faut savoir que l'objet qui est retourné, ce n'est pas un objet jQuery, c'est une promesse. C'est un objet promesse. Et donc, une promesse, ça veut dire que ça va se résoudre dans le futur. Donc, voilà. Alors, dernier truc à voir au niveau de Ajax, c'est au niveau des formulaires. Alors, vous avez un formulaire et vous voulez l'envoyer en utilisant Ajax. Comment vous allez faire? Vous avez un formulaire, vous voulez l'envoyer en utilisant Ajax. Vous avez un formulaire dans lequel vous avez deux champs et un champ Submit. Si vous appuyez sur Submit, est-ce que le formulaire sera envoyé? Le formulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Quand vous appuyez sur Submit, la page va être rafraîchie. Quelle est la nouvelle page qu'on va voir? Action, ce que vous avez dans Action. D'accord? Moi, je ne veux pas rafraîchir la page. Je veux que quand je clique sur le bouton envoyer, je ne veux pas rafraîchir la page. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut qu'on bloque l'action de Submit. Ou bien tout simplement, une autre solution, ne pas mettre de bouton Submit. Ne pas mettre de bouton Submit. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? On va mettre un input de type bouton. Et quand on clique sur ce bouton input de type bouton, on va envoyer le formulaire. Donc il faudrait qu'on ait une référence sur le formulaire. Il faudrait qu'on accède au formulaire. Pour accéder au formulaire, on va faire quoi? Bon, soit vous donnez un identificateur au formulaire et vous accédez à votre formulaire. Alors moi j'accède à mon formulaire ici. Alors ici, par forme tout simplement. Vous pouvez mettre DS form, etc. Et là, on submit. Quand ce formulaire veut être envoyé, et alors ici, je fais function, regardez là, j'ai laissé le bouton submit. D'abord, j'ai le bouton submit. Qu'est-ce que je fais? evt.preventDefault. Donc, je bloque l'envoi du formulaire par submit. Et qu'est-ce que je fais? Je fais ici une get. Vous voyez la get? Une requête get. Je vais vers le fichier go.php. Et qu'est-ce que je lui envoie? $10. $10, ça veut dire ici, 10, c'est le formulaire. .serialize. C'est tout. Alors, si vous avez 10 champs, le formulaire, quand vous envoyez un formulaire, qu'est-ce qu'il fait le formulaire? Vous envoyez tous les champs sous la forme non égale valeur, non égale valeur. Eh bien, lui, jQuery, il va vous faire ce travail. Il va aller chercher tous les champs, name égale valeur, et il va les sérialiser. Alors, si vous faites ici, si vous faites get, il va les sérialiser. De toute façon, c'est la même chose, que ce soit get ou post, et vous envoyez tous les champs d'un seul coup. Et donc, il faut bien tester ça. Hein. Donc, quand vous utilisez le bouton submit, il faut faire ça, absolument. Si vous ne faites pas le bouton submit, qu'est-ce qu'on devrait faire ici? Si on ne fait pas le bouton submit, on change ça, on clique sur un bouton. Donc ici, est-ce que ça va être forme? Ben non, ça doit être le bouton sur lequel on clique. Vous ajoutez l'événement, le bouton sur lequel vous cliquez. Et quand vous cliquez sur un bouton, ce bouton peut être à l'intérieur du formulaire ou là, pas à l'intérieur, on s'en fout. Oui, c'est trop. Maintenant, ici, l'événement, ça va être clic. Est-ce que je dois mettre ça? Il faut surtout pas mettre ça.
Si vous mettez ça, vous enlevez l'effet de le clic. Et alors, après, vous faites ça. Mais qu'est-ce qui va changer ici? Au lieu de 10, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, il faut chercher le formulaire. Le formulaire que vous voulez sérialiser, tout simplement, pour l'envoyer. Donc, ça peut être n'importe où dans votre page. D'accord? Et vous l'envoyez. Et donc, ça, c'est une manière. Donc, vous invitez l'utilisateur à saisir des données dans des champs. Et quand vous voulez envoyer ces données, eh bien, vous les récupérez et vous les sérialisez et vous les envoyez. Et donc ici, ça j'ai mis ça dans le deuxième paramètre. C'était quoi le deuxième paramètre? C'est data. Data, on a les données. Sérialiser, ça veut dire quoi sérialiser? Ça veut dire il va me créer un objet, attribué, enfin name de point value, name de point value. C'est ça sérialiser. Voilà. Donc voilà pour jQuery. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va appeler la fonction jQuery end.